préambule à la présentation, je me lève le matin pour partager. C'est ce que j'ai écrit dans le, dans le livre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, voilà, tout bêtement. Oui, je suis enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, établissement public de recherche, de gestion de collection nationale d'histoire naturelle, de diffusion des connaissances, dont la devise est « émerveiller pour instruire ». Émerveiller parce que il y a des spécimens d'histoire naturelle à contempler dans les galeries permanentes et les galeries temporaires. Mais ce n'est pas seulement s'émerveiller, c'est pour apprendre de la science, et ceci depuis 1793. Voilà, j'y suis professeur, j'ai une équipe au muséum, et je suis conseiller scientifique du président du muséum. On va parler de construction et de reconstruction. Reconstruction phylogénétique ou construction phylogénétique. Voilà un titre qui n'est pas très sexy, hein, parce que franchement c'est du vocabulaire spécialisé, ça, je vous l'accorde. Si j'interroge n'importe qui dans la rue là, et je demande qu'est-ce que c'est que la reconstruction phylogénétique. Quoi qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne pouvez pas répéter s'il vous plaît. En effet, c'est du vocabulaire spécialisé. Vous auriez raison. Avant de parler de construction ou de reconstruction, qu'est-ce que c'est que cet adjectif phylogénétique? Alors, dans phylogénétique, on entend le mot génétique. On entend le mot génétique et pas mal de gens pensent qu'il s'agit de génétique, en fait. On entend phylum, là, il y a la racine phylum avec philo, c'est pas les feuilles, hein, c'est le phylum. Phylogénétique, alors les gens se disent on reconstruit finalement, ou plutôt on construit des connexions entre les phyla, c'est-à-dire des lignages généalogiques de grande ampleur. On construit leurs relations avec de la génétique. C'est ce qui est le plus couramment pensé quand on fait un tour sur la toile, par exemple, et qu'on regarde comment les gens s'expriment à propos de phylogénétique. Alors, la définition n'est pas celle-là. La définition, on entend phylogénétique, on entend génétique, mais parce que la racine étymologique du mot, c'est génésis, c'est la genèse en fait. Et c'est la genèse du phylum. En fait, phylogénétique, c'est comment rendre compte dans le déploiement du vivant, des êtres vivants que nous devons expliquer, comment rendre compte de l'origine des lignées, finalement. Donc la genèse des lignées ou l'origine des lignées, si vous voulez. Donc tel est le sens profond de la racine de cet adjectif phylogénétique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit dessin ici qui symbolise différentes lignées qui sont connectées entre elles à travers un temps long. Hein, un temps long. On est bien un time world ici, hein, donc c'est le temps long dont je vais parler, et ces lignées, elles sont reliées entre elles. Comment rendre compte de l'origine de ces lignées? Alors, il y a évidemment une théorisation de tout ça, et un grand arbre du vivant, cette idée que la biodiversité puisse être le fruit d'une généalogie passée sur des temps très longs. Cette idée, évidemment, n'est pas nécessairement celle de Darwin. Il y a des prédécesseurs, Maupertuis y a pensé. Le grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, en 1798, y avait pensé aussi. Lamarck, bien entendu, hein, qui a peut-être dessiné la première figure. Seulement, la théorisation qui aura été retenue aujourd'hui, c'est celle qui est publiée en 1859 par Charles Darwin, à travers ce schéma qui est pour le moins aride, vous en conviendrez. Un schéma relativement aride où on a des lettres ici au bout, et puis des petites lettres ici aux jonctions des lignes. Et finalement, cette figure théorise en quelque sorte des relations entre des entités qui sont abstraites ici au bout. Hein. La diversité du vivant telle qu'on la trouve aujourd'hui, à cette couche temporelle qui est là, parce que les différentes couches, c'est du temps en fait, eh bien, dans la couche temporelle du dessus, ces différentes entités sont reliées entre elles. Là, il y a un temps court, on fait un saut, là, il y a un temps long, sont reliées entre elles par l'idée de lignage. Et finalement, entre chaque ligne, si on dit que des lignes, c'est une génération, eh bien, à chaque génération ou à chaque pas temporel, parce que finalement, ici, il n'y a pas de chiffre parce que l'axe du temps est multi-échelle. À chaque pas de temps, finalement, ça peut partir dans toutes les directions.
Il y a des directions qui n'aboutissent pas, puis il y a des directions qui continuent. Donc il y a cette idée d'un recommencement permanent de la généalogie, mais avec des branches qui s'éteignent et des branches qui persistent, en quelque sorte. Celles qui persistent d'ailleurs souvent sont assez éloignées l'une de l'autre selon l'axe horizontal, qui est un axe de différenciation écologique, enfin, si on peut le dire comme ça aujourd'hui. Enfin voilà, donc l'idée principale, c'est que finalement, quand on prend deux entités ici, n'importe lesquelles dans le monde présent, eh bien, si on devrait pouvoir remonter en quelque sorte, si je prends celle-là et celle-là, on devrait pouvoir remonter jusqu'à un point de jonction commun où il est dit qu'il y a dû y avoir des ancêtres. Mais ces ancêtres, Darwin est bien frustré parce que ces ancêtres, ils n'ont pas été enregistrés par un registre d'état civil. Quand vous faites de la généalogie, vous, de votre famille, il y a un état civil qui a enregistré l'identité individuelle de vos parents, de vos arrière-grands-parents et de vos arrière-arrière-grands-parents. Eh bien, dans le cas présent, Darwin est bien frustré. Il nous dit, nous les naturalistes, nous n'avons pas de registre d'état civil. Et donc ces ancêtres, ils ont totalement disparu. Néanmoins, on devrait quand même pouvoir savoir, parmi les entités qui sont là, parce qu'il y a ce schéma théorique qui reste en arrière-fond, on devrait quand même savoir qui est plus cousin d'un deuxième que d'un troisième. On devrait pouvoir indirectement atteindre finalement ce que cette généalogie qui a eu lieu dans le passé a bien pu laisser. C'est pour ça que je qualifierais cet arbre de niveau théorique, c'est qu'il n'y a pas d'organisme qui est montré qui soit concret, il n'y a que des lettres. Et finalement, on peut se dire que la généalogie, elle a eu lieu. C'est un des deux grands postulats de la théorie de Darwin tel qu'il l'a énoncé en 1859. C'est ce qu'il appelle descent with modification, c'est-à-dire cette idée que les générations se suivent et ne se ressemblent pas complètement. Il y a bien un flux généalogique avec modification le long de ce flux. Dans ce type de schéma, on est bien sur un concept généalogique, mais le qui descend de qui, la question généalogique, qui descend de qui, n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible, et donc il va falloir passer par un exercice indirect, puisque la relation de descendance ne vous est pas accessible, expérimentalement, j'entends, empiriquement, eh bien, on va pouvoir répondre à la question finalement de l'enchaînement de ces ancêtres indirectement en faisant un exercice de reconstruction, pardon, j'allais dire une bêtise, en faisant un exercice, justement on y arrive, qui consiste à se demander qui est plus proche de qui en fait, qui est le cousin de qui en quelque sorte. Il est clair que celui-ci n'est pas l'ancêtre de celui-là puisqu'ils sont contemporains. Hein, donc la seule question qui vous soit empiriquement accessible, c'est finalement lesquels d'eux, d'entre tous, sont-ils les plus proches entre eux, des degrés relatifs de cousinage, si vous préférez. Alors, au lieu de dire cousinage, dans le jargon, on parle de parenté, en fait. Hein. Mais c'est parenté au sens d'apparentement. C'est pas parenté au sens de mes parents. Le mot est ambigu, je vous l'accorde. Préférons cousinage, si vous préférez. Quand je parle de mon cousin, je parle d'un collatéral et je ne parle pas des ancêtres. Hein. Donc, degré relatif de parenté, qui est plus proche de qui, ça c'est véritablement ce à quoi vous pouvez avoir accès en comparant les différentes propriétés, organes possédés par les contemporains ici. Lui, celui-là et celui-là sont plus proches entre eux que chacun ne peut l'être de celui qui est là, parce qu'ils ont ensemble des membres, par exemple. Et puis celui-là, il est plus proche de ces deux-là qu'il ne l'est de la courtilière, parce qu'ils partagent avec ces deux-là un crâne et des vertèbres. Bref. Il va y avoir ici des partages qui vont être signifiés sur les segments de branches communs. Ça, ce sont des degrés relatifs de parenté, et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une phylogénie, c'est-à-dire cet arbre qui raconte l'ordre dans la genèse des lignées, si vous préférez. Alors, les ancêtres, ils ne sont pas concrets, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces ancêtres, ils ne sont pas accessibles. Dans la généalogie, il y a bien des relations d'ancêtres et descendants. Alors là, on a des ancêtres, comme ils ont disparu, on n'y a pas accès, je vous le disais. Dans une phylogénie,
S'il y a une relation d'ancêtre à descendant, c'est entre des ancêtres abstraits, des portraits robots, et des descendants concrets. Et encore, ces relations ne sont pas directes. Il y a une relation d'ancêtre à descendant au sens vraiment, véritablement génétique, entre mon père, ma mère et moi. Enfin, mes deux parents et moi. En l'occurrence, ici, ça serait bien délicat de dire qu'il y a une relation d'ancêtre à descendant, parce qu'elle est loin d'être directe. Par exemple, entre le rat musqué qui est là et le canard colvert qui est là, s'il y a un ancêtre commun, il y en a un, en effet. Il est abstrait, mais ce n'est pas un ancêtre direct aux deux individus qui sont là, bien sûr. Il y a des millions et des millions d'années qui se sont écoulées sur le long de ces branches ici. En l'occurrence, ici, ça sera en gros à peu près 300 millions d'années. Dans une phylogénie, les relations d'ancêtres et descendants ne sont pas entre organismes concrets. L'ancêtre est abstrait, le descendant est concret. Mais il n'y a pas de relation entre ancêtres concrets et descendants concrets. Donc c'est très important pour comprendre ce qu'on fait vraiment, de ne pas confondre la généalogie et la phylogénie. Alors maintenant, parlons de construction, justement. Dans la littérature scientifique, vous trouvez ce terme. Alors ce terme, il ne vient pas du grand public, hein, c'est un terme qui est consacré. Il y a ce terme qui s'appelle la reconstruction phylogénétique, ici dans ce livre de Pierre Darlu ou Pascal Tassi. Dans le monde anglo-saxon, c'est pareil. Ici, on a un livre qui s'intitule Models in Phylogeny Reconstruction, modèle en reconstruction phylogénétique. Dans ce livre aussi, peu importe, le terme est relativement consacré. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure on reconstruit quelque chose. J'ai apprécié ce qu'a dit François-Marie tout à l'heure, lorsqu'il disait « lorsqu'il y a reconstruction, c'est à partir de l'existant ». Le problème, c'est que si vous reconstruisez des ancêtres ici, il n'y a pas d'existant. D'ailleurs, la généalogie qu'on essaye de reconstituer, mais peut-être pas de reconstruire, cette généalogie, elle n'a pas d'existant. Les ancêtres ont complètement disparu. Et donc, il y a bien une construction phylogénétique, dans la mesure où je vais construire des relations de parenté, mais dans l'exercice, j'ai envie de vous dire qu'il n'y aurait nulle reconstruction. Un historien n'aurait pas idée de vous dire « je vais reconstruire la bataille d'Austerlitz ». Il dirait souvent « je vais certainement reconstituer un scénario pour la bataille d'Austerlitz ». Reconstituer un scénario, c'est pas tout à fait le même mot que reconstruire. J'ai jamais entendu un historien parler de reconstruire. C'est très étrange que nous, les phylogénéticiens, qui sommes des historiens de la biodiversité, c'est très étrange que nous utilisions ce mot reconstruction phylogénétique, alors qu'en vérité, il n'y a rien à reconstruire. Nous construisons des relations de parenté à partir des traces, certes, on le fait à partir des caractères partagés par les organismes actuels, mais il n'y a pas de matière existante à partir de laquelle on va reconstruire quelque chose. Lorsqu'un organisme a disparu, il a totalement disparu. J'essaie d'attirer votre attention sur le fait qu'en biologie, chaque individu est unique, et a fortiori, chaque population est unique. Chaque lignage est unique. Si chaque individu est unique en biologie, forcément chaque lignage est unique. Et lorsque ce lignage disparaît, eh bien, il ne réapparaît jamais, en fait. Quitter cette idée d'une réémergence de l'espèce, vous savez, il y a toute une littérature aujourd'hui sur la désextinction, cette idée qu'on serait capable de reconstituer des espèces disparues. Jamais on ne reconstituera une espèce disparue au sens autre que métaphorique, si vous voulez. Quand un individu biologique disparaît, il ne réapparaîtra jamais. Il y a trop de contingences dans un individu, et l'individu biologique porte en lui-même beaucoup trop de la trace généalogique qui a fait son lignage passé pour qu'il ne soit pas unique. L'unicité, la biologie, c'est la science de la variation, hein, c'est la science qui prend de front l'unicité de chaque individu. Ce qui ne sera pas le cas en physique ou en chimie, où on travaille avec des universaux, mais en biologie, on travaille avec ce qu'on appelle des particuliers. Chaque entité est unique. Et donc, reconstruction phylogénétique, il n'y a rien à reconstruire, il y a tout à construire, j'ai envie de vous dire. Donc le terme
n'est pas véritablement, me semble-t-il, approprié parce qu'il n'y a jamais la totalité des lignages de la généalogie du vivant qui sont là et qu'on pourrait reconstruire, en fait. Par contre, on peut construire des relations indirectes de cousinage. Ça, on peut les construire, ces relations. Alors, comment on les construit? Pour les construire, on a besoin d'un niveau mathématique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'outils de représentation. A, B, C, D, E, ça c'est ce qu'on appellerait l'outil. En science, il y a besoin d'outils, mais il y a besoin d'une théorie. Je vous rappelle que la théorie, elle est là. Hein. La théorie, prenons cet arbre-là, tel qu'il est dessiné. Ça, c'est un arbre dont le statut est purement théorique. Là, je m'oriente vers un outil qui va me servir. C'est un outil qu'on appelle un graphe, parce que c'est des lignes qui sont reliées entre elles. Connexe, parce que ces lignes sont connectées. Non cyclique, parce que pour passer d'une extrémité à l'autre, il n'y a qu'un seul chemin. Pour passer de B à E, il y a un seul chemin. Et orienté, parce que ici, il y a du général, et ici, il y a du particulier. Il est orienté du général vers le particulier. Alors, si je regarde cet outil avec une théorie en tête, je pourrais dire que ce qui est général est très ancien et ce qui est particulier est plus récent, bien sûr. Hein. Mais pour l'instant, tel que je vous le montre là, il n'y a même pas de temps là-dedans, c'est uniquement un graphe qui va hiérarchiser des partages. Ici, il y a des partages. On va voir dans un instant comment on le construit d'ailleurs. J'ai mis des petits ronds dessus pour montrer que ça peut servir à faire des ensembles d'ailleurs. En fait, les lignes en forme de branche ici montrent une hiérarchie du plus général au plus particulier, mais les ronds ici sont des ensembles emboîtés les uns dans les autres, dont on peut dire qu'eux aussi, ils restituent une hiérarchie. Cet ensemble ici est plus particulier parce qu'il est inclus dans un ensemble qui est plus général. Donc niveau théorique, c'est l'arbre de Darwin. Le niveau mathématique, c'est l'outil. Il vous faut des données comparatives. On va le voir dans un instant. Tout à l'heure, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai dit que le campagnol, ou plutôt le rat musqué, et puis le canard partageaient des membres. Ça, c'est des données. Avec le brochet, ils partagent un crâne. Ça, c'est des données. Donc, il faut des données. Et finalement, quand on a les trois, le niveau théorique qui donne du sens à l'outil que vous utilisez et qui donne du sens aux données aussi, eh bien, la somme des trois vous donne une investigation, ce qu'on appellerait le niveau empirique. Ici, il ne s'agit pas des partages d'organes, mais il s'agit du partage de signatures génétiques. C'est plusieurs dizaines de gènes qui ont été utilisés ici pour construire cette phylogénie des mammifères. Eh bien, on est véritablement avec un arbre qui vous présente un niveau empirique, c'est-à-dire c'est le travail de recherche du phylogénéticien. J'ai envie de dire de tous les jours. C'est ce qui sort du laboratoire, ça, c'est ce qui est publié par le labo, en quelque sorte. Donc on a déjà trois niveaux, le niveau théorique, le niveau mathématique et le niveau empirique. Vous voyez que j'ai déjà dessiné trois formes d'arbres là. Hein. On a déjà vu trois formes d'arbres qui ont des statuts épistémologiques différents, pour le dire de manière savante, des statuts épistémologiques différents. Et il y en a un quatrième statut qui est la synthèse des connaissances. Et ça, sur le web, vous trouvez en effet énormément d'arbres qui sont tous qualifiés de phylogénétiques, mais le mot, on s'aperçoit parfois que le mot est un peu galvaudé. Ils sont tous qualifiés de phylogénétiques et on ne vous dit pas toujours d'ailleurs à quel niveau on se place. Hein. Alors le niveau de synthèse des connaissances, bah, on y est tous confrontés. Hein. C'est par exemple quand dans un livre, bah tiens celui-là il sera à la signature tout à l'heure, ah, ça c'est le moment pub, quand dans un livre en fait vous publiez les résultats de qu'est-ce que la connaissance connaît aujourd'hui, quel est l'état des lieux, l'état des connaissances sur les relations de parenté entre les différents organismes vivants et groupes d'organismes d'aujourd'hui, eh bien on publie des choses comme ça avec des noms sur chaque branche parce qu'en fait ça, on va le voir tout à l'heure, ça sert à faire de la classification. Mais ce niveau de synthèse des connaissances, on ne le pratique pas que depuis récemment, on le pratique depuis les origines de la phylogénie. Cet arbre ici a été publié par Hans Haeckel en 1866, celui qui a inventé en fait le mot phylogénie. Et on voit déjà une tentative de synthèse des connaissances ici sur la compréhension qu'on a du déploiement temporel de la diversité du vivant. Alors cet arbre, il n'a pas la tête des autres, hein. Vous remarquerez qu'il a un tronc principal et au bout du tronc, il y a l'homme qui culmine parce que le livre s'appelle Anthropogénie. Le livre parle de la genèse de l'humain en fait.
Bon, il y a différentes formes. Sur la toile, on trouve toutes sortes d'arbres de synthèse. Hein, je ne détaille pas. Il y a l'entreprise internationale de classification du vivant aujourd'hui qui publie des figures comme celle-là et qui montre qu'il y a un grand projet, il y a un grand programme, non seulement de décrire la biodiversité, mais aussi de la classer en fonction de ses relations de parenté. Alors, je vous disais tout à l'heure que la relation généalogique, c'est relation d'ancêtre à descendant. Et la relation phylogénétique, c'est un degré relatif de cousinage. Il est très important pour comprendre ce qu'on fait de ne pas confondre les deux. Au XXe siècle, on a eu beaucoup de débats et on s'est pas mal mis les pieds dans le tapis parce qu'il y a eu des confusions. On a fait un peu le ménage chez nous, les scientifiques, à ce sujet. On s'est clarifié les idées entre nous. Par contre, on voit dans les livres qui sortent régulièrement des représentations qui induisent des idées fausses. Un arbre phylogénétique ne devrait pas montrer des relations d'ancêtres à descendants entre organismes concrets, parce que cette relation n'est pas tout simplement empiriquement pas accessible, et devrait montrer des relations de cousinage seulement, et ne devrait pas montrer de processus non plus. Quand dans un livre comme celui-là, par exemple, on voit des flèches sur les branches, ça indique, ces flèches, ça indique en quelque sorte un processus, et puis le long de la branche, j'ai une chaîne d'ancêtres et de descendants. Ce livre est extrêmement maladroit en réalité, parce qu'il confond le niveau de réalité généalogique, et qui n'est, je vous le rappelle, pas accessible, et la reconstruction phylogénétique. Je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant, mais un des progrès majeurs de la science des classifications au XXe siècle, ça a été justement de bien dissocier la question du qui descend de qui et la question du qui est plus proche de qui. En gros, le qui descend de qui ne vous est pas empiriquement accessible, le qui est plus proche de qui, vous pouvez le travailler. Ici, cette figure, elle est erronée parce qu'elle montre des relations d'ancêtres à descendants entre des groupes. Et comme je le disais, il n'y a pas de relation d'ancêtres à descendants entre organismes concrets dans une phylogénie. Il y en a peut-être une entre des organismes abstraits et des descendants concrets, mais il n'y a pas de relation entre ancêtres concrets, organismes concrets et descendants concrets. Cette figure-là, qui est typique du milieu du XXe siècle, on a rencontré ça dans les vieux bouquins des années 50, elle confond le qui descend de qui et le qui est plus proche de qui. Pourquoi? En partie parce qu'il y a une pratique du réalisme du groupe. On prend les classifications linéennes et on va chercher les relations d'ancêtres et descendants entre des groupes linéens qui ont été forgés à une époque où, dans la pensée scientifique, il n'y avait pas d'évolution. Et donc là, on vous apprend à l'école que les mammifères descendent des reptiles, que les reptiles descendent des amphibiens, que les oiseaux descendent des reptiles. Dans un schéma classificatoire moderne, les oiseaux ne descendent pas des reptiles, ils sont des reptiles, parce qu'ils emportent évidemment la trace. Ils emportent les caractères, comme par exemple les écailles kératinisées soudées sur les pattes, et puis l'amnios notamment, la poche amniotique. Cette figure construit d'abord qui est plus proche de qui, les lignes bleues, et ensuite elle fait une classification. Il y a donc on va parler de relations de parenté, c'est-à-dire d'évolution, avant de classer. Alors que là, dans le schéma du XXe siècle, on classait avant de chercher les relations de parenté. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'était la façon de travailler milieu XXe siècle et la façon de travailler fin XXe siècle, on va dire, c'était la charrue avant les bœufs et les bœufs avant la charrue. C'était très difficile de faire communiquer les deux communautés parce que les fondements épistémologiques du rapport entre la phylogénie et la classification étaient inversés en quelque sorte. Donc un arbre phylogénétique montre avant tout qui partage quoi avec qui, et non pas qui descend de qui, et lu à travers une généalogie théorique, elle raconte qui est apparenté à qui en quelque sorte, qui est plus proche de qui. Comment on construit ça? Pour terminer, comment on construit ça? Charles Darwin invente le programme de travail. Il exprime cette idée que les classifications que les naturalistes devraient rechercher doivent suivre la généalogie, mais il avoue ne pas en avoir la méthode de travail. Les ancêtres ont disparu. Comment faire pour faire approcher au mieux la classification à la généalogie, mettre dans un même groupe, en quelque sorte, le programme de travail, c'est mettre dans un même groupe des êtres vivants parce qu'ils sont apparentés entre eux, plus étroitement apparentés entre eux qu'ils ne le sont de ce qui est en dehors du groupe. Ernst Haeckel invente le mot en 1866, phylogénie, la genèse des lignées,
Et c'est Willy Hennig en 1950 qui invente la méthode, un entomologiste allemand, qui invente la méthode pour construire des degrés relatifs de parenté. Donc finalement, 100 ans après Darwin, Hennig va réaliser son programme classificatoire. En 2 mots, comment est-ce qu'on construit ces phylogénies, puisque là vous avez compris que j'avais renoncé au mot reconstruction, mais que je parle bien de construction. Comment est construit à partir de l'existant, comme le disait François-Marie dans son introduction. À partir de l'existant, je construis une phylogénie et je ne la reconstruis pas en réalité. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends ma courtilière de tout à l'heure, mon rat musqué, mon canard colvert et puis mon brochet, et puis je regarde ici ce qu'il y a. Le graphe mathématique que vous avez va hiérarchiser les partages. On va aller des partages les plus généraux aux partages les plus particuliers. Eh bien, la courtilière n'a pas de vertèbres, je mets un code ici, et puis le rongeur, le canard et le brochet ont des vertèbres, ils les partagent, et puisqu'ils les partagent, eh bien, je mets le même code dans la case. Alors c'est des 0 et des 1. Hein. Bon, c'est pas... il faut bien que j'inscrive ce que j'observe explicitement. Un crâne, là il n'y a pas de crâne, là il y a un crâne. Un cou, là il n'y a pas de cou, là il y a un cou, là il y a un cou, là il n'y a pas de cou. Des membres, pas de membres, des membres, pas de membres. Queue, etc. Donc vous voyez que ce sont des partages que l'on va signifier dans des colonnes. Et ces colonnes, elles vont porter un nom, c'est ce qu'on appelle des caractères. Donc on en prend plein des caractères, on en prend le plus possible. Et qu'est-ce que disent ces tableaux? Ces tableaux, ils disent qui partage quoi avec qui, mais de manière très explicite. De manière très explicite, c'est ce qu'on appelle des matrices de caractères. Et puis, il va falloir savoir, finalement, qui est plus proche de qui entre l'échantillon à classer. Parce qu'on ne classe jamais qu'un échantillon, en quelque sorte. On n'embrasse jamais la totalité du vivant dans une seule investigation. Vous imaginez, on a 2 millions d'espèces décrites, donc on n'a jamais, c'est évident, hein, on n'a jamais qu'un échantillon. Là, je prends un échantillon à 4 organismes. Pourquoi? Parce que 4, c'est vraiment pédagogiquement très simple à expliquer. Je ne vais pas vous faire comme on le fait aujourd'hui avec 200 organismes parce que ça devient tout de suite très technique. Mais pour comprendre simplement les principes fondamentaux, 4 suffisent. Soit j'ai que 3 solutions, soit le canard et le campagnol sont plus apparentés entre eux que chacun l'est du brochet, parce que rappelez-vous, la question c'est qui est plus proche de qui. Soit c'est le brochet et le campagnol qui sont plus apparentés entre eux que chacun ne l'est du canard, soit le canard et le brochet sont plus apparentés entre eux que chacun ne l'est du campagnol. La courtilière reste dehors. Pourquoi? Parce qu'elle est le référent extérieur. C'est elle qui va nous dire finalement ce qui est le plus général. La question étant posée parmi les trois autres. La question ne se pose pas pour la courtilière qui est là. La question se pose pour les 3 qui sont là. Donc une question à 3, c'est simple, il n'y a que 3 solutions, en gros. Hein. Donc c'est pour ça que finalement, quand on fait de la pédagogie de la chose, on se limite à poser la question sur 3 organismes. 3 solutions possibles donc. Le caractère 4, par exemple, le 4 il est là, c'est les membres. Je pourrais faire apparaître donc les membres ici et ici. Là, il n'y a pas de membres. Là, il n'y a pas de membres. Il faut que je rende compte du fait qu'il y a des membres ici et là. J'ai le choix de les mettre ici, les membres, ou je peux le mettre ici à la jonction des deux. C'est le premier des 3 arbres, celui-là. Hein. Je vous rappelle qu'ici, j'ai mis les 3 possibilités. Là, je prends le premier et je vais faire l'exercice qui consiste à plaquer un caractère sur cet arbre. L'apparition des membres peut apparaître 2 fois ici, il peut apparaître qu'1 fois ici. Je préfère évidemment cette solution. Pour une première raison générale, c'est que je préfère une hypothèse d'acquisition. Je préfère, dans un schéma d'argumentation, une seule hypothèse d'acquisition plutôt que 2. C'est ce qu'on appelle le principe d'économie d'hypothèse. C'est la parcimonie, en fait. Et la deuxième raison, c'est qu'elle vient aussi du cadre théorique darwinien, c'est qu'en première instance, des caractères partagés par 2 organismes qui ne se reproduisent pas entre eux aujourd'hui, vous devez faire le pari que, s'il y a eu généalogie du vivant,
ça a été acquis d'un ancêtre commun. Et donc, c'est la raison pour laquelle on préfère placer le caractère 4 ici, dans son acquisition. Vous faites ça pour tous les caractères. Et puis, vous vous retrouvez avec 3 solutions, et qui sont évidemment pas équivalentes en nombre d'hypothèses d'acquisition. Et le principe d'économie d'hypothèse vous induit à choisir celle des 3 solutions qui est la plus économique. Dit autrement, c'est la solution qui aura maximisé, c'est l'arbre qui aura maximisé la contiguïté, c'est-à-dire la relation de voisinage entre des états de caractère identiques. Donc c'est un principe de cohérence en fait. La parcimonie et la cohérence, c'est la même fonction en science. Plus un scénario ou une théorie est parcimonieuse, plus les faits qui la soutiennent sont cohérents entre eux. Moins il y a de cohérence, moins il y a de parcimonie. Bon bref, ça revient à dire que c'est l'arbre le plus cohérent, au vu des données que vous avez évidemment examinées, bien sûr. Si vous rajoutez des données, on pourra vérifier que ça tient ou ça ne tient pas. Donc vous voyez, il y a une ouverture au travail et à la discussion. La conclusion, c'est qu'on fait des phylogénies pour faire des classifications, ça je vous l'ai déjà dit, pour détecter des relations d'homologie, c'est-à-dire finalement les organes qui sont là sont bien les mêmes par ascendance commune, et il y a des fois où ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle des homoplasies, mais peu importe le vocabulaire. On détecte des relations de similitude par ascendance commune, c'est ce qu'on appellerait des homologies, pour faire vite. Pour prédire des organes qui ne sont pas encore observés, ça, j'ai envie de dire que je n'ai pas le temps de vous en parler, donc je vais laisser de côté. Pour raconter l'histoire des caractères, c'est avec ces phylogénies qu'on va pouvoir raconter, par exemple, ici, l'histoire de la plume ou des différentes formes de plumes au cours de la phylogénie des dinosaures. Et pour raconter, évidemment, l'histoire des lignées, puisque phylogénie, c'est l'histoire des lignées, finalement. Merci de votre attention. Et donc, il s'agit ici de construction phylogénétique, car il n'y a rien à reconstruire véritablement. Merci. Bonjour, merci pour l'exposé. Gérard Berry, de Collège de France. J'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas des arbres ternaires? Après tout, on pourrait avoir 3 qu'on ne sait pas distinguer. Et on peut coder tout un tas avec des arbres binaires, mais c'est assez artificiel. Et la deuxième, c'est, vous n'avez jamais mentionné l'ADN. Il y a quand même eu pas mal de travaux sur la phylogénie à travers la reconnaissance de l'ADN. Je pense aux travaux d'Olivier Casquel et puis plein d'autres. Est-ce que c'est parce que l'ADN ne vit pas assez longtemps, ça ne descend pas assez loin pour vous, ou c'est quoi la raison? Alors je réponds d'abord à la deuxième question. Il a fallu que je fasse vite, que je m'intéresse juste au principe, mais ça c'est fondé sur de l'ADN, ça. Donc il y a un pan entier de toute l'activité de classificatoire aujourd'hui qui est fondée sur de la comparaison d'ADN. Et c'est là que comment dire, j'ai envie de dire, c'est là que la peau de banane est glissante, parce que oui, en effet, beaucoup d'arbres phylogénétiques se reconstruisent aujourd'hui en comparant de l'ADN ou des séquences même de protéines éventuellement, mais ce n'est pas pour autant que phylogénie veut dire qu'on fait un arbre sur des gènes. La racine étymologique du mot remonte à 1866, on ne connaissait pas l'ADN en 1866. Mais en revanche, oui, vous avez raison, beaucoup d'arbres aujourd'hui sont reconstruits en comparant des génomes. Et heureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler là, mais au moment, dans les années, ce qu'on appelle la systématique moléculaire émerge tout doucement à la fin des années 60. Quand le séquençage est encore difficile d'accès, il n'y a pas beaucoup de données qui sont acquises dans les années 70. Il y a une véritable explosion à la fin des années 80, des phylogénies moléculaires. Et aujourd'hui, bien sûr, on peut, depuis la fin des années 80, grâce à la comparaison des gènes, le télescope de l'historien de la biodiversité a changé d'échelle. On arrive à voir aujourd'hui des portions de l'arbre du vivant qui étaient inaccessibles avant les années 80. Typiquement, on s'est longtemps demandé, par exemple, si les champignons et les plantes, quelles étaient les relations entre champignons, plantes et animaux. Grâce à l'ADN, il y avait de l'anatomie aussi, dont on pouvait discuter, notamment de l'anatomie cellulaire, mais la question restait très ambiguë, les réponses étaient très ambiguës, et grâce à l'ADN, on a pu savoir que les champignons étaient plus apparentés aux animaux,
qu'ils ne le sont des plantes vertes. Puis je ne vous parle pas de tout ce qui a été fait sur les bactéries, bien sûr. Pour répondre à votre première question, oui, bien sûr, je n'ai pas montré d'arbres réticulés. Il s'en publie un peu plus aujourd'hui, mais finalement assez peu. En effet, on peut choisir la convention de comment dire, signifier une ambiguïté dans l'arbre en mettant, quand deux branches se séparent, elles se rejoignent à nouveau. Ça c'est possible, ça a été écrit dans des articles, ça a été pratiqué. Il y a des gens qui dessinent des relations en forme de réseau, ça existe aussi. Il y a aussi des relations sous forme d'arbres multiples, ça complique beaucoup les figures, mais c'était bien trop, comment dire, bien trop sophistiqué pour le moment, pour ce qui nous intéresse en l'occurrence, à savoir le b.a.-ba de qu'est-ce que c'est que cette phylogénie. Ouais. Merci beaucoup d'abord Guillaume Lecointre pour cette présentation. Pour ceux qui viennent à Time World pour la première fois, je rappelle juste le principe de cet exercice. À la fin de chaque conférence, on a une petite synthèse, donc vous allez voir là en quoi ça consiste. Donc je vais d'abord rappeler la question que posait Guillaume Lecointre, donc reconstruction phylogénétique ou construction phylogénétique. Donc Guillaume Lecointre, vous avez d'abord rappelé la signification de cet adjectif phylogénétique qui renvoie non à la génétique au sens contemporain, mais à l'origine des lignées d'êtres vivants. Et donc, bien sûr, vous l'avez rappelé à la suite de cette question qui vient d'être posée, on peut construire des arbres phylogénétiques avec de l'ADN, mais ce n'est pas la seule possibilité. D'où la question qui occupe les phylogénéticiens, parmi les êtres vivants actuels, qui est le plus proche de qui et c'est-à-dire quel est leur degré de parenté. Puisqu'en effet, les ancêtres de ces êtres vivants, vous l'avez dit, ne sont que des individus abstraits et qu'on ne peut donc savoir empiriquement qui descend de qui. Le problème que vous avez alors posé est le suivant. Dans quelle mesure y a-t-il reconstruction phylogénétique ? Vous avez commencé par répondre qu'a priori, cette idée faisait peu de sens, puisque comme en histoire, il n'est pas possible de reconstruire le passé. Et vous avez alors préféré parler de construction phylogénétique. L'idée, il me semble que vous avez ensuite voulu défendre, est qu'on peut construire une phylogénie, mais qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Par exemple, vous avez expliqué que les arbres ne devraient pas montrer qui descend de qui, mais plutôt qui est le plus proche de qui. Et dans la même idée, qu'un arbre phylogénétique ne doit pas, dans l'idéal, figurer de flèches, de processus, et on peut même rajouter, puisqu'on en a déjà discuté ensemble, pas de hiérarchie de valeurs. Sur un arbre, on ne peut pas figurer qui est plus évolué que qui, puisque tous les êtres vivants contemporains sont dans la même couche temporelle, et donc il n'y en a pas de plus évolué que les autres. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais alors, comment construit-on une phylogénie ? Et là, vous avez montré comment comparer des organismes vivants grâce à des matrices de caractères et au principe de parcimonie ou principe d'économie d'hypothèse. Et donc, en conclusion, vous avez rappelé que vous préfériez parler de construction et non de reconstruction, ce qui était une réponse très claire à la question posée. Si vous êtes intéressé par ces questions d'évolution, de phylogénie, de biologie, je vous indique qu'à 12h15, ici, dans ce même amphithéâtre, vous pourrez écouter une conférence « Comment est construit le cadre chronologique de l'évolution humaine ?» Et cet après-midi, je ne sais pas dans quel amphithéâtre parce que je ne l'ai pas noté, vous pourrez également écouter Emmanuel Javeau, comment reconstruire les 3 premiers milliards d'années d'évolution de la vie. Voilà, c'est un beau programme. Et puis vous pouvez également retrouver Guillaume Lecointre à l'espace dédicace, puisque je crois que vous avez 3 livres à dédicacer. Je vous remercie et puis bon cycle de conférences.